Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Lundi 14 novembre, auditeurs et téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons parler aujourd'hui d'environnement en marge de cette COP22 qui se veut la COP de l'action, la COP africaine. La rencontre mondiale sur le climat a débuté le 7 novembre et se poursuivra jusqu'au 18 novembre donc à Marrakech. Au cœur des débats, l'application des engagements pris à la COP21 à Paris en 2015. Une cinquantaine de chefs d'État dont celui du Mali se réuniront demain mardi pour cette deuxième semaine, une phase décisive de la COP22 au Maroc. Quels sont les enjeux de cette COP pour l'Afrique? Quelles sont les positions défendues par le groupe Afrique et particulièrement le Mali? Enfin, que peut-on attendre de cette COP22? Nous avons invité, mesdames et messieurs, pour vous sur ce plateau pour répondre à nos questions, Lanseni Traoré, il est enseignant chargé à l'environnement à l'Université de Bamako, Drissa Doumbia, il est consultant sur les questions adaptation au changement climatique, un ancien négociateur du Mali sur le climat, Hafizou Bonkana Touré de la société civile, membre de la Commission mondiale de l'environnement, également président de Ensemble Nous sommes un peuple, Yafon Berté, coordinateur du projet Jatroufa au PNUD. Nous irons également rejoindre Mohamedou Touré qui est notre envoyé spécial à Marrakech justement pour cette COP22. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Philly Dambélé. Le grand dialogue. La 22e conférence mondiale pour lutter contre le changement climatique, COP22, a lieu au Maroc, à Marrakech plus précisément, du 7 au 18 novembre 2016. 196 États, dont le Mali, y participent. L'Afrique, qui est le continent le moins pollueur, avec seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, il est le plus touché par les effets du changement climatique. Les Africains comptent rappeler aux pays industrialisés leur engagement pris durant la COP21, notamment sur le plan de transfert de technologie et le financement des projets d'atténuation et d'adaptation. Nous allons tout de suite rejoindre donc Mohamedou Touré qui est notre envoyé spécial à Marrakech. Mohamedou Touré, dites-nous quel est donc le bilan de cette première COP à Marrakech? Bonsoir aux auditeurs. Ce que l'on peut dire d'abord, c'est que Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement et ancienne présidente de la COP, a ouvert la cérémonie lundi 7 au matin avec un bilan positif à son actif. L'accord de Paris est en effet un véritable acquis et un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Il avait débouché en décembre dernier sur un engagement consensuel à contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. 105 pays ont signé le texte ces derniers mois, dont les pays les plus pollueurs. Ségolène Royal a profité de ce succès pour appeler tous les États qui ne l'ont pas fait à signer l'accord avant la fin de cette année. Elle a ensuite insisté sur la notion de justice climatique, en particulier pour le continent africain. Je vous rappelle, Ousmane, que les 54 pays africains sont en effet les moins pollueurs de la planète, mais demeurent pourtant les plus impactés et les moins capables d'anticiper les effets climatiques. On peut dire ensuite que la COP a connu un sévère coup de frein à l'annonce des résultats des élections américaines mercredi matin. Il a d'ailleurs fallu attendre 48 heures avant que le nouveau président de la COP s'exprime en conférence de presse, assurant qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Merci Mohamedou. Dites-moi encore Mohamedou, quelles sont donc les attentes du Mali dans cette COP22? Ousmane, le Mali fait partie de 2 groupes au sein des négociations, le groupe dit des 77 et le groupe Afrique. À Paris, ces 2 groupes avaient su mettre la pression sur les pays industrialisés pour obtenir des engagements sur le financement du fonds vert, 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 et la responsabilité différenciée, c'est-à-dire la reconnaissance d'une responsabilité plus importante de la part des pays les plus pollueurs. Pour le moment, voici ce qui ressort des échanges. Les pays industrialisés peinent à mobiliser les fonds, c'est vrai, mais ils demande aux pays bénéficiaires des garanties pour assurer la bonne gestion des fonds et la transparence. Il demande également un transfert de technologie et de compétences. Ce sont des discours qui ne nous sont pas inconnus, on les entend régulièrement dans la coopération internationale de développement. Les objectifs sont clairs pour la délégation malienne et le groupe Afrique. Il faut avancer concrètement sur les mécanismes de financement des projets, sur les projets d'atténuation qui visent à réduire les gaz à effet de serre et sur les projets d'adaptation qui, eux, visent
vise à renforcer la résilience des populations aux changements qui se font déjà sentir. Les propositions du Mali qui sont résumées dans le document Contribution déterminée nationale se chiffrent à 1062 milliards de dollars jusqu'à 2020. Ce sont ces propositions préparées depuis 10 jours par les différents experts des délégations que les chefs d'État vont défendre à partir de demain. C'est ce qu'on appelle la phase de haut niveau. Cela va durer 48 heures. Les résultats des négociations doivent être publiquement présentés jeudi lors d'une conférence de presse. Ousmane Diadjetou. Merci Mohamedou. Bon séjour donc à Marrakech. Lansana Traoré, vous êtes enseignant chargé de l'environnement à l'université de Bamako. On l'a entendu tout à l'heure, tout le monde n'a pas encore signé, tout le monde n'a pas encore ratifié. Alors qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir offert l'opportunité. Déjà, il s'agit des négociations. Et puisque quand on parle de négociations, il y a aussi des processus et des mécanismes qu'il faut mettre en place. Marrakech, pour moi, c'est une opportunité rare parce que de la première conférence à la 22e conférence, on sent qu'il y a eu vraiment des évolutions, des grands changements en matière de négociation. Et les pays qui sont encore timides pour pouvoir se décider et aller vers la signature de cette conférence ont des raisons, des fois qui sont politiques, il y a des raisons, des fois qui sont économiques et des fois des raisons sociales. Et il faut aller à un rythme pour les convaincre davantage. C'est dire que voilà, nous avons un destin commun en matière de l'environnement et aussi de comprendre que le Mali aujourd'hui en la matière n'hésite pas du tout à aller dans ce sens parce que on a déjà compris que c'est vrai, nous constituons dans la lecture météorologique pratiquement un puits de carbone et d'autres pays c'est le contraire et leur économie est fortement liée à la pollution, pour ne pas dire au rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Quand vous demandez à un pays industrialisé d'arrêter tout de suite ou de s'engager dans des politiques qui pourront à long terme compromettre leur économie, il va de soi qu'il y a des réticences. Quelques difficultés. Voilà. Merci. Drissa Doumbia, vous êtes consultant, vous êtes également ancien négociateur du Mali sur le climat. Comment se déroule ce type de négociation en général? Okay. Merci pour cette opportunité. Et avant de répondre à cette question, je voudrais revenir là-dessus. C'est historique. L'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre, 8 mois après Paris. Qu'est-ce qui était demandé? Il fallait que 55 pays, au moins représentant 55% des émissions mondiales, puissent ratifier. Donc, le retard de ratification d'un certain nombre de pays s'explique par des procédures nationales, parce que ça dépend d'un pays. Souvent, ça passe par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par le ministère des Affaires étrangères. Donc vous êtes confiant, vous pensez voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, l'accord est entré en vigueur. Donc, le reste des pays, ils vont suivre. C'est juste une question de temps, suivant les procédures nationales. Donc, en ce qui concerne les négociations, il y a les différents groupes. Il y a le groupe Afrique. Il y a le G77 plus la Chine et il y a le groupe Union européenne. Dans le temps, il y avait le groupe des pays pétroliers, l'OPEP. Donc c'est les négociations, c'est des blocs. Donc la position générale de l'Afrique, nous on négocie de façon commune. Il y a la position africaine. Mais il y a des pays leaders. Est-ce que le Mali fait partie de ces pays leaders? Aujourd'hui, le Mali assure la présidence du groupe Afrique, à travers notre compatriote Seri Nafo. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Africaine a été réaffirmée depuis Copenhague jusqu'à Paris. Et cela va de soi parce que nous faisons face à des groupes très puissants, des groupes très lobby et puissants, pétroliers très puissants. Comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas tout de suite facile parce qu'il y a une contrepartie en allant vers l'accord de Paris. Ça demande des investissements très très lourds pour la transition énergétique, aller vers les énergies renouvelables. D'accord, on va justement revenir vers ces énergies renouvelables-là pour tout à l'heure. Hafizou Bonkana Touré, vous êtes président de Ensemble, nous sommes un peuple également, membre de la Commission mondiale de l'environnement. Quels sont aujourd'hui les grands défis climatiques justement pour un pays comme le Mali?
Merci bien Touré. Les défis sont énormes. Hein? Tout à l'heure, M. Doumbia disait qu'il était quand même confiant en ce qui concerne les autres États pour qu'ils puissent ratifier. Moi, le défi, ce n'est pas seulement la ratification. Vous savez, lorsqu'on est sur les questions de conventions internationales, le Mali, comme nous le savons, le Mali a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales, surtout qui a trait avec l'environnement. Mais la ratification ne suffit pas. Il faut ratifier, il faut également une transposition au niveau de... Alors on est dans un pays qui est à 2/3 désertique, sans parler justement des effets néfastes de la pollution du fleuve. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne produit pas vraiment de gaz à effet de serre au Mali, mais on est quand même touché? On est touché parce qu'on subit en fait. Parce qu'il faut comprendre, comme on l'a dit, on n'a qu'une seule planète. Donc s'il y a des émissions au niveau du Nord, forcément, les pays du Sud vont centrer également ces émissions. Donc aujourd'hui, en termes de défis pour le Mali, les défis sont énormes. Il faudrait quand même qu'on puisse s'adapter. Il faudrait également qu'on puisse quand même penser, nous autres là qui ne polluons pas assez, de ne pas à un moment aussi polluer. Donc je pense que les défis sont énormes pour nous et il faut également, comme on l'a dit, atténuation également, transfert de technologie. On a besoin également d'avoir de technologie. Et pour un pays comme le Mali, il y a également la question qu'on ne touche pas, la question de financement. Il faudrait également qu'au niveau de la COP22, on puisse quand même revenir avec des décisions concrètes par rapport au financement au niveau de ces pays. Merci. La COP22 également qui est aussi justement faite pour ça, puisque les pays africains vont également essayer de séduire ces grands bailleurs qui sont également ces très grands pollueurs. Yafon Berté, vous êtes coordonnateur du projet Jatrofa au PNUD. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on a entendu quand même certaines réserves, est-ce que la COP22 sera réellement la COP de l'Afrique et la COP de l'action? Bon, d'abord, la COP, j'ai suivi les négociations depuis 1992 jusqu'en 1996, la première conférence des partis. On a négocié jusqu'en 1996. Effectivement, on s'est dit que le protocole de Kyoto, ça va suite de ça. On s'était engagé dans les discussions avec nos partenaires. C'est vrai, il n'y a aucun pays qui sans polluer, il n'y en a pas. La pollution existe à tous les niveaux. Ça dépend du degré de pollution que nous mettons. Effectivement, quand on parle des pays en annexe 1 et 2, effectivement, on peut parler de l'annexe 2 parce que le niveau de pollution des pays en voie de développement, c'était 3%. Maintenant, c'est à 4%, c'est 3% ce temps-là. Quand j'ai négocié, c'est 96%. Maintenant, ça a augmenté, c'est même plus grave. Et le problème des négociations, c'était quoi? C'était un débat, comme on l'a dit, c'est un intérêt économique, social et politique. Nous, on s'y très vite parce qu'on s'est dit, des fois, nous sommes bénéficiaires des retombées. Mais ces retombées viennent d'où? Des pays développés. Il n'est pas évident que le porte-monnaie est toujours facile à ouvrir. Et lorsqu'on négociait effectivement ce temps-là, c'est dont je me rappelle, c'est les États-Unis, le Japon ou d'autres qui ne voulaient pas signer, qui ne voulaient pas ratifier, même si on a signé. Parce que, comme vous le dites, il y a deux éléments très essentiels. Ces pays ont d'abord des unités de transformation déportées dans notre pays en voie de développement. Or, il faut les mettre à niveau. Il faut une technologie propre qui coûte cher. Alors, deux choses l'une. Où ils acceptent de faire le transfert de technologie pour nous, et nous, est-ce qu'on a mesure de les acquérir? Mais justement, cette question-là, ils ont la technologie, ils ont les moyens nécessaires. Comment est-ce que justement ils n'arrivent pas à réduire l'émission de gaz à effet de serre dans le monde? Bon, vous savez, si vous avez une usine, pourquoi on arrive justement au produit des bioénergies, biocarbone, autre chose. Il faut refaire l'usine en tant que telle, n'est-ce pas? Mettre des systèmes tels qu'on émet moins de gaz et très bien traités. Et ça demande des investissements assez importants. Ce n'est peut-être pas les petites unités que nous avons ici chez nous. Ce sont des grandes usines de transformation, c'est dans l'armement, autre chose. Donc il faut qu'ils remettent autant chez eux, autant que chez nous. Mais il faut tout mettre ça à niveau. Et cela, ça fait un coût pour eux. Vous savez, comme je dis tantôt, ces responsables, ces d'État ne vont pas tout simplement dire devant la radio, devant les médias, voilà ce que je vais faire, sans savoir, sans faire un calcul. Ils sont entourés par de grands spécialistes. Je me rappelle quand on négociait les changements climatiques, depuis en Suisse, à Genève, dans le temps, les Américains venaient 45-50. Et chacun a un chapitre à négocier. Et aujourd'hui, le Mali est présent avec une très forte délégation, une quarantaine de personnes. En fait, non, le problème du Mali, il y a un problème qui se pose des fois à nos pays en développement. D'abord, pour aller, il faut qu'on soit organisé d'abord. On n'est pas organisé, il faut le reconnaître. C'est mal à le dire, mais c'est vrai. Quelqu'un a les moyens de payer un petit billet, il se déplace.
Merci. Or, avant d'aller, il doit un débat correct, une position commune à partager. N'importe qui n'est pas négociateur. Il ne pas négociateur. Il y a un langage diplomatique qu'il faut utiliser. Ce n'est pas le technique qui négocie. C'est les personnes amateurs qui négocient leur place. Pour dire, effectivement, c'est vrai, pour que les gens, jusqu'à présent, émettent des réserves pour ratifier et signer, il faut un calcul économique très important et social très important. Et nous, on doit faire la pression qui nous transfère cette technologie, qui nous finance, qui nous donne les moyens nécessaires qu'il faut se faire. Mais quand c'est souvent donné, c'est dans des conditions souvent difficiles, que nous ne pouvons pas satisfaire. Et ce qui fait que disons que c'est un très vicieux. Donne l'argent, oui, je vous donne l'argent, mais voilà mes conditions, vous acceptez ou n'acceptez pas. D'accord. Merci, M. Berthet. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez donc le grand dialogue du Studio Tamani. On parle de la COP22, des attentes de la COP de l'Afrique. Dites-moi, Lansana Traoré, on l'a entendu tout à l'heure, le Mali est allé avec une très forte délégation, vous l'avez dit tout à l'heure. Le Mali assure la présidence justement du pôle Afrique avec Seyni Nafo. Ce n'est pas rien quand même. Et je crois nous sommes environ 80 dans la délégation malienne à pouvoir participer. Et là, c'est vraiment des avancées qu'il faut signaler. Et le fait que nous avons aujourd'hui la chance d'assurer aussi la présidence de la délégation africaine dans la négociation, il faut vraiment profiter de ça pour pouvoir mettre des points sur les i en matière de négociation. Et M. Berthet a évoqué un aspect que je n'hésiterai pas à m'appesantir dessus, c'est le fait que nous n'avons pas de ressources humaines qualifiées, capables de négocier jusqu'à un certain niveau. Et il y a d'autres contraintes de langue. Et très souvent, c'est en anglais, dans les négociations. Et vous conviendrez avec moi que ça cause énormément de problèmes. Et aussi, cette participation de qualité qu'on souhaiterait voir et qui va nous permettre d'avancer de manière qualitative, c'est la transmission du message. Vous savez, depuis première conférence à aujourd'hui, mais vous vous posez la question, le Mali ne se limite pas à Bamako. Est-ce que du retour, il y a une restitution digne de ce nom? Et ensuite, voir la réaction des communautés à la base et aussi inciter maintenant à une participation digne de ce nom. On va revenir justement tout à l'heure pour parler de ces communautés de base et de leur perception justement des thèmes environnementaux. Drissa Doumbia, vous êtes consultant sur les questions d'adaptation au changement climatique et ancien négociateur du Mali sur le climat. La phase politique de la COP démarre demain avec la réunion des chefs d'État. Que peut-on attendre justement de cette phase politique? Merci. Effectivement, demain, c'est le haut segment et haut niveau des chefs d'État. Généralement, à la matière, il y a ce qu'on appelle l'AMSEN, le groupe Afrique et la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. L'Afrique, il faut le rappeler, est allée en bloc. En bloc, justement. Donc, les chefs d'État vont réaffirmer la position africaine, généralement à travers les conclusions des experts et des ministres qui a eu lieu en avant. Et aujourd'hui, au Marrakech, je pense qu'il y a deux attentes majeures. On vient de sortir de Paris. Paris, on a eu un accord. Est-ce qu'il n'y a pas un goût d'inachevé justement sur Paris? Si, j'arrive à ce niveau. Mais aujourd'hui, comment mettre en œuvre Paris? Voilà toute la problématique. Marrakech est en train de discuter de ça. Donc, c'est des groupes d'experts techniques qui vont discuter concrètement comment opérationnaliser le fait qu'on est allé à un accord pour réduire les émissions, à maintenir les émissions sous 2 degrés Celsius. Cela passe par quoi? Cela passe par... Est-ce que cela a été fait déjà? Non, il y a des mécanismes. Maintenant, il faut renforcer ces mécanismes. Ce qu'on appelle la communication nationale, les rapports BIONO. Parce qu'aujourd'hui, la Convention exige aux pays développés chaque année à communiquer sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces mécanismes existent déjà. Mais maintenant, il va falloir renforcer ça. Toute la question, c'est la question de transparence. Parce que les engagements ont été pris. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'accord de Paris, moi je le dis, c'est un accord à minima parce qu'on a demandé à l'ensemble des pays, suivant les spécificités des pays, de faire des contributions nationales déterminées. C'est sur cette base de contributions nationales déterminées qu'on est parvenu à l'accord. Et même si, en faisant la somme
de l'ensemble des contributions des pays, on ne pourra pas maintenir la température sous 2 degrés. Donc aujourd'hui, comment opérationnaliser cet accord? Donc, il faut prendre les 6 piliers des négociations. Les questions des finances, les questions d'adaptation, les questions d'atténuation, renforcement des capacités, transfert des technologies et les derniers nés, les pertes et dommages. Les pertes et dommages pour l'Afrique également. Pour l'Afrique. Et la zone Asie surtout, que nous sommes frappés, les pays sahéliens sont frappés par les inondations chaque année. Nous avons notre agriculture qui est tributaire à la pluviométrie. Nous avons une rareté de la pluviométrie aujourd'hui. Donc voilà des questions techniques que des experts qui se sont à Marrakech vont discuter concrètement comment opérationnaliser l'accord dans ce sens. Et sans oublier la question du financement surtout. Et quelle est justement l'importance de cette phase politique? Est-ce que nos chefs d'État, par exemple, peuvent mettre une pression justement pour que les choses se passent assez rapidement? Et l'importance politique à mon niveau, c'est toujours réaffirmé parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, nos chefs d'État comprennent que la question du changement climatique est une question de développement. Il y a quelques années, notre aîné est là, c'était des questions difficiles. À vouloir convaincre les chefs d'État que les changements climatiques existent. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a une avancée dans ce sens. Donc, ce que les chefs d'État vont réaffirmer, c'est encore que les promesses qui ont été tenues à Paris et depuis Copenhague, que ces promesses soient tenues. On a parlé de mécanismes de MRV, de transparence. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que les questions, l'accent va être beaucoup dans la gestion des fonds et aussi dans la communication des émissions des pays. Voilà. Merci. Hafizou Bonkana Touré, on a souvent l'impression que le citoyen lambda, le paysan, n'est pas au courant de ce qui se passe justement en termes de gaz à effet de serre, de pollution. Pourtant, ils sont les premiers à subir les effets du changement climatique. Vous, de la société civile, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est que nous pensons au niveau de la société civile. Est-ce qu'il y a une communication justement efficace à l'endroit de ces gens qui sont les premières cibles? Non, justement moins de Paris à Marrakech, on ne voit rien. On s'est dit, bon, écoutez, c'est une négociation entre les intellectuels, c'est une négociation, par exemple, entre les États, mais les personnes qui sont frappées quand même par ce fléau, il n'y a rien qui a été fait. Quand on essaie de voir, par exemple, moi j'ai participé à la COP21, par exemple, à beaucoup de conférences par rapport à cela, mais lorsque, par exemple, ces négociateurs reviennent, il n'y a pas de vulgarisation. Je me dis même que c'est un manquement au principe quand même d'information que les États doivent normalement faire. Mais rien n'est fait. On se dit tout simplement, bon, on parle par exemple au niveau des conventions internationales, on les ratifie, on vient parce qu'il y a quand même des sous dessus, mais après on ne vient pas. C'est pour cela, quand vous partez, par exemple, dans un village, vous demandez à quelqu'un, bon, il y a le changement climatique, il dit, quel changement climatique? Il ne sait pas de quoi s'agit-il. Parce que tout simplement, il n'est pas informé alors qu'il a un droit. Et quand vous essayez de regarder, par exemple, à ce qui concerne même la question des changements climatiques, surtout la Convention sur les changements climatiques, j'essaye un peu de faire le lien entre les 3 conventions qu'on peut appeler Convention de Rio, c'est-à-dire la Convention sur la désertification, la Convention sur la biodiversité. C'est seul au niveau de la Convention sur le changement climatique où on ne voit pas en fait ce qui est mis par rapport aux jeunes et aux femmes. Et si aujourd'hui on pense que par exemple l'avenir c'est la jeunesse et les femmes, on doit normalement trouver une partie essentielle en ce qui concerne la jeunesse. Par rapport à la participation, il dit la délégation c'est 80 personnes. Parmi les 80 personnes qui sont parties, on essaie de voir, c'est les gens au niveau du département, c'est aux gens au niveau de la société civile, certains qui partent tout simplement pour faire des shopping. Moi j'ai constaté ça dans certains pays. Tout simplement pour faire. Mais le travail pour lequel on le demande, il n'est pas fait. Et ce travail aussi, on doit asseoir un principe de participation. C'est-à-dire les jeunes doivent être impliqués. Qui sont les jeunes qui ont été impliqués? On ne les voit pas. Qui sont les femmes? Alors que c'est nous qui subissons. Seydou Nafo est déjà jeune. Oui, Seydou Nafo est jeune. Seydou Nafo est jeune. Mais est-ce que la vulgarisation... Non, je n'ai pas fini. Est-ce que la vulgarisation... Je pense que quand même c'est un principe clé de Rio. Informer les gens, vulgariser également les contenus de texte, mais il n'est jamais fait. C'est pour cela qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Je vous donne la parole dans un instant. Le temps de faire réagir Yafon Berté. Yafon Berté, dites-moi, le Mali est à la COP avec 16 projets. Est-ce que ces programmes prennent en compte l'ensemble des défis environnementaux du pays déjà? Effectivement, d'abord, les 16 projets, parmi ceux que je connais, il y a un projet assez important sur le fonds vert climat.
C'est-à-dire quoi? On veut aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre à travers la bioénergie, sur l'huile de pourguerre. Aujourd'hui, on sait que l'huile de pourguerre, c'est l'huile qui n'est pas polluante. On sait que la plantation, bien il y a entendu un discours qui dit ça la famine, c'est un faux discours. J'ai dit il y a des niveaux très élevés. Si on n'a pas eu le tourisme alimentaire jusqu'à aujourd'hui, pendant 50 ans, c'est qu'on n'a pas la bonne politique à la machine. Et je sais que vous êtes déjà coordonnateur du projet Jatrofa. Oui, je sais. Pour dire d'abord, il faut dire qu'on n'a rien fait, il faut atténuer un peu qu'on n'a rien fait. Moi, personnellement, j'ai eu à former, on a un groupe de personnes qui ont formé les élus d'abord, au niveau de Bamako, sur les enjeux du changement climatique. Tous ceux qui sont allés au niveau local, nous, Sikasso, Boune et autres, Kai, on a fait des formations, je m'appelle en 2010-2011, comme les élus qui comprennent conscience sur le changement climatique. Moi, je pense qu'il faut avoir un capteur d'information pour dire qu'on n'a rien fait. C'est le risque qu'on a toujours. Et j'ai toujours dit, notre tort, on s'accuse toujours, alors qu'au fait, on fait beaucoup de choses. Il faut capter ce qui existe d'abord, être bien informé. Sinon, moi, je sais que c'est vrai, ce n'est pas à hauteur comme on le souhaitait. Mais aujourd'hui, les Maliens savent. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Quand on regarde la forêt de Fakola, je vais répondre. Yafon Berté va finir rapidement et je lui donne la parole. Je voudrais répondre sur ça. Dans ce plan de l'action, c'est quoi? Ce sont les élus, non? Oui. Qui a ratifié la convention? Ce n'est pas les élus. Qui a ratifié une convention? Ce sont les élus. Mais est-ce que justement ces élus-là comprennent justement le sens de ratifier ça? Aujourd'hui, non, moi je ne suis pas d'accord avec M. Afouza sur ce point. Le Mali est l'un des rares pays en Afrique qui dispose d'une politique nationale changement climatique, d'une stratégie nationale changement climatique, d'un plan d'action changement climatique, d'une politique économie verte résiliente au changement climatique. Sur les papiers. Et pas sur les papiers, j'en viens. Et l'Agence de l'environnement et du développement durable est une volonté politique. Question, M. Doumbia, dites-moi, on voit une pollution énorme dans la forêt de Fakola avec l'orpaillage, par exemple. Aujourd'hui, j'en viens. Et l'Agence de l'environnement et du développement durable est une volonté politique de nos autorités et à donner plus de visibilité sur ces questions de changement climatique. Aujourd'hui, au sein de cette agence, il y a des grands projets. Des projets de gestion des ressources naturelles et changement climatique, il y a des projets changement climatique et femmes, et il y a des projets sur ce qu'on appelle voilà, la GDT, gestion durable des terres, qui couvre au moins 5 à 7 régions au Mali. Quand tu fais la cartographie des projets changement climatique, nous sommes à une centaine de projets qui sont en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été faits. Il y a même des comités parlementaires africains sur les questions de changement climatique. Et j'ai personnellement conduit des délégations des parlementaires maliens à Tunis et pour la formation de ces parlementaires. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Donc, peut-être que c'est timide. Il y a peut-être une question de communication tout autour des actions qui sont faites. Mais aujourd'hui, le Mali est l'un des rares pays qui dispose d'un certain nombre de documents. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que notre cadre stratégique de réduction de la lutte contre la pauvreté est verdi. D'accord. L'enseignant Traoré, dites-moi, Fizou, je vous donne la parole tout à l'heure. Moi, je me pose la question, justement. On a les textes qui vont avec, on a justement les institutions qui accompagnent justement sur papier, comme Hafizou l'a dit, ces textes-là. Mais qu'est-ce qui advient de cette fameuse grande muraille verte pour stopper l'avancée du désert? Et qu'advient de la forêt de Fakola qui est énormément polluée justement par l'orpaillage? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Quand il a parlé de rien faire, effectivement, c'est trop dit. Quand on dit rien, parce qu'en la matière, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés et que quelques résultats sont à noter. Mais ce qui fait mal dans tout ça, effectivement, c'est au niveau de l'Assemblée. Au moment où la loi sur la biosécurité passait à l'Assemblée, j'étais là-bas avec les députés. Mais avant, il y a eu des commissions qui ont travaillé, spécialisées sur les questions. Et en la matière, je me suis rendu compte que rares étaient parmi eux qui comprenaient les termes clés de cette convention-là. Et pourtant, ça a été passé à l'unanimité à l'Assemblée. Vous comprenez ce que ça fait? Et imaginez ça au niveau des députés. Qui sont censés... Yafon Berté, rapidement avant la pause. Hafizou, je vous donne la parole tout de suite. Âge oblige. Bien. D'abord, les termes, il faut les ramener à la communauté des simples citoyens. C'est ça qui est l'erreur technocrate qu'il faut qu'il fait un défaut de communication. Qui est à l'Assemblée nationale? Un citoyen ordinaire
pays qui n'ont pas un grand niveau d'analyse, aussi qui ne les occupent pas, tout à fait normal, c'est logique, c'est la démocratie normale ça. Mais il faudra que maintenant, c'est cela, ce niveau qui, d'abord, notre démocratie est très active, les députés changent jour au jour. Ceux qui ont négocié et ratifié en 97, je ne sais pas exactement, ne sont pas ceux qui sont là aujourd'hui. Donc il faudra qu'il y ait une mise à niveau permanente pour que les gens soient à jour. D'accord, on va dire que les institutions de l'État sont une continuité, mais on va prendre quelques secondes de pause et je reviendrai pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On parle de la COP22 et des attentes de la COP de l'Afrique. Hafizou Bonkana Touré souhaitait réagir tout à l'heure. Justement, la CENI me donne raison par rapport, s'il prend l'exemple même au niveau de l'Assemblée, qu'ils ne sont même pas capables et qui sont censés normalement partir expliquer à leurs citoyens ne comprennent pas. Je me demande comment ça se passe. Donc ça veut dire que déjà au niveau, le système de représentativité, mais au niveau du Mali, on comprend comment les gens quand même sont venus. Vous pouvez me dire 10 députés qui, par exemple, au niveau du Parlement, retournent au niveau de la base pour l'expliquer. Qu'est-ce qui a été fait? Ça, on ne le sent pas. Vous pouvez me dire le nombre d'associations qui sont parties au niveau d'un village pour... Je prends, si je dis que rien n'est fait, je dis c'est tout simplement des beaux textes que nous avons, je prends des constats. Essayez l'exemple par exemple du mercure qui est en train de se déverser. Et regardez tout simplement dans les Joliba ce qui est en train de se faire. Regardez nos arbres sont coupés. C'est par rapport à des choses comme ça que c'est bien beau des textes, on a des bons textes. Je vais vous donner la parole. On a des bons textes, mais il faut les appliquer. C'est ça que nous on veut voir en fait. Mais bon, arrêtez tout simplement. Merci. Drissa Doumbia, il y a le nouveau président, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a donné quelques sueurs froides quand il a mis en cause justement l'accord de Paris lors de sa campagne. Est-ce qu'on peut craindre quelque chose sur ce point, même si le président de la COP22 a rassuré de ce côté? Bon, et effectivement, M. Trump, lors de sa campagne, dit qu'il reverra la position américaine par rapport à l'accord de Paris. Et moi, personnellement, sur la question, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je me dis, c'est vrai, les États-Unis constituent 15 à 20% des émissions mondiales. Ça compte beaucoup. Mais l'accord de Paris est structuré de telle sorte que même si les États-Unis veulent revoir leur position, ça va impacter beaucoup plutôt sur leur contribution nationale déterminée sur la base qu'ils ont contribué à l'accord de Paris. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, vous pensez que ça n'aura pas un impact fondamental, justement, sur ces problèmes environnementaux? Bien sûr, ça peut avoir un impact, parce qu'aujourd'hui, la contrepartie, la réduction de l'émission des États-Unis de 30% en 2030 par rapport au niveau de 2005, c'est ça qu'ils ont dit dans leur contribution nationale déterminée. Et ça a un coût extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, parce que s'il faut aller vers la transition énergétique, ça veut dire quoi? Nous abandonnons les énergies fossiles à tel degré et en contrepartie, nous allons faire des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables. Donc ça c'est au niveau, à l'ère politique interne, et ça peut influencer. Mais ça peut influencer aussi en termes de financement par rapport au Fonds vert climat. D'accord. Donc c'est ça un peu nos inquiétudes à ce niveau. Lansana Traoré, oui. Quelques mots sur cette position de Donald Trump? Donald Trump m'inquiète sincèrement, parce que en voulant dire que c'est surtout au niveau de la contribution déterminée nationale. Vous savez, les propos tenus des fois par les candidats aux élections ne sont pas forcément ce qui va se manifester lorsqu'ils vont commencer à travailler, parce que pour qui connaît les États-Unis, c'est des principes. Vous venez trouver des canevas et des programmes déjà bien ficelés et ils travaillent en fonction. Donc malgré le fait que vous êtes présent, on connaît un peu sa position, ce qui va être dans les jours à venir au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat. Donc c'est pas facile, mais l'inquiétude c'est que Donald Trump peut influencer. Malgré le fait qu'il y a des principes à respecter, on ne peut que travailler en fonction de ce qui... Et vous pensez que ça pourrait faire un effet boule de neige et d'autres pays pourront éventuellement adopter la même position? Justement, c'est là où je parle, comme la Chine, qui sont très forts polluants. Parce que l'inquiétude, on avait tout ça. Imaginez si un président annonce et que l'autre repasse pour dire que voilà, nous allons revoir ça, et que juridiquement, on sait que c'est possible, ça doit faire peur. Sincèrement, on sait avoir peur parce que nous, en tant que pays bénéficiaire,
nous avons à perdre beaucoup lorsque ces pays-là renonçaient, ne serait-ce que le minimum de leur contribution. En termes de marché carbone, en termes de contribution sur d'autres volets. Et Donald Trump, il a dit clairement, il est dans cette logique de revoir la politique américaine. Voilà l'inquiétude. Voilà l'inquiétude. Merci. Hafizou Touré, justement, est-ce que ça ne pourra pas, la position Trump ne pourra pas faire un effet boule de neige pour un pays comme la Chine qui déjà était assez sceptique par rapport à tout ça? Oui, moi je pense, pour un climato-sceptique comme Donald Trump, c'est des questions quand même assez posées. Et moi j'ai beaucoup peur, j'ai beaucoup peur parce qu'aujourd'hui quand on essaie de regarder sa politique, lui c'est vraiment la production pour ne pas dire la sous-production, c'est les infrastructures, c'est les énergies fossiles et tout ça là. Même donc, si le président de la COP a tenté de rassurer. Non, ça marche pas aujourd'hui parce que c'est quand même un pays souverain, donc c'est pas le président de la COP qui peut faire par rapport à cela. Donc je me dis qu'aujourd'hui c'est la pollution qui va encore augmenter. En ce qui concerne également sur le fonds climat, on sait que les États-Unis déjà ont donné un tiers quand même de leur quote-part. Si aujourd'hui, lui, il les retient, c'est un manque à gagner pour l'Afrique, c'est un manque à gagner également. Et on essaye également par rapport au principe d'inexécution de l'obligation. Si par exemple les États-Unis aujourd'hui, qui ont même la possibilité de venir quand même à une désignature, la Chine va faire la même chose, le Canada va faire la même chose. Bon, je pense que c'est la fin du monde, quoi. Alors, Yafon Berté, je vous prends quelques exemples. Vous permettez une seule chose. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont quitté l'UNESCO pendant plus de 10 ans? Parce que Matambo, qui était directeur de l'UNESCO, avait demandé que les patrimoines culturels des pays colonisés soient rapatriés en Afrique. Ça a fait une tollée, j'étais encore à l'UNESCO, comme la commission UNESCO. Les États-Unis ont dit d'abord, on le sort, Matambo. Nous, les pays africains, on l'a soutenu. Et donc, comme tel, ils quittent l'UNESCO, ils ont quitté l'UNESCO. Avec le Japon. Et ça n'a pas eu une grande répercussion? Mais non, on a dit. Vous pensez que ça va être la même chose? D'abord, il ne faut pas qu'on amène le débat strong. C'est ce que je vais éviter toujours. Attendons voir ce qui va se passer. Beaucoup ont fait des promesses. Moi, je préfère quelqu'un qui dise clairement ce qu'il pense que ceux qui disent pas, ce qu'il faut autrement de ce qu'ils disent. D'accord. Pour moi, faire une déclaration politique. Les États-Unis, une grande nation, les États-Unis. Voyons voir ce qui s'est passé. La preuve est que les États-Unis ont le dernier pays à ratifier la convention. Pourtant, Trump n'était pas là. Depuis 1992, depuis 1996, ils n'ont pas ratifié jusqu'à aujourd'hui. Il y a une date récente. Pourquoi on va vers la Chine? La Chine était claire là-dessus. La Chine a dit, je suis dans l'annexe 2. On dit pourquoi? On dit, mais vous devez définir les annexes par revenu par habitant. Mais je suis des milliards. Vous dites que ceux qui sont riches, c'est un million de revenus par habitant. Et qui ne passent pas par habitant, c'est l'annexe 2. Et ils ont raison. C'est le mode, c'est eux qui font. La Chine dit, vous faites des règles du jeu du monde entier. Merci Yafon Berté. L'enseignant Traoré, vous êtes enseignant chargé de l'environnement à l'Université de Bamako. Quelle est la prochaine étape après la COP22, justement? Effectivement, c'est cette étape qu'on pourrait qualifier de décisive. Parce que du début à aujourd'hui, c'est toujours resté au stade papier. Et vous l'avez vu. On peut prendre des engagements aujourd'hui et l'inquiétude qu'on avait évoquée par rapport à Donald Trump et aussi beaucoup d'autres pays, si jamais il n'y a pas cette pression, parce que la question de justice politique que notre correspondant avait évoquée n'a jamais vu le jour. Il n'y a jamais eu de justice climatique. Et quand on parle de pollueur-payeur, c'est justement, c'était dans la logique du marché carbone. Hein? Et là aussi, c'est un droit qui reste... Est-ce que ça fonctionne déjà? Oui, et qui n'a plus de prix. Vous voyez, et là, si on n'est pas dans la logique d'une pression, il ne serait-ce qu'une pression au niveau des consciences. Il y a une pression en termes de prise de conscience, mais qui n'a jamais vu le jour. Oui, tout le monde parle, tout le monde évoque. Nous sommes d'accord qu'il y a un réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique, il faut agir. Mais au moment de s'engager, au moment de débourser, on ne voit rien. En termes de pression, justement, Drissa Doumbia, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? Bon, en termes de pression, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique. Moi, quand même, je ne suis pas sceptique parce que je me dis, Paris est historique. Parce que c'est la première fois qu'il y a un consensus sur cette question-là. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Concrètement, Marrakech va définir les modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et aujourd'hui,
j'étais en train de regarder le site de la COP. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par la partie marocaine. Il y a le 3A, African Adaptation Agriculture Initiative. Donc, aujourd'hui, il y a le plan d'action Lima-Paris, Paris-Marrakech. Donc, il y a un suivi du processus. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris à Paris. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Par rapport aujourd'hui, j'en viens. Aujourd'hui, par rapport à la transition énergétique, les questions d'énergie renouvelable, il y a 2 grands projets qui sont en élaboration, dont notre compatriote est en train de suivre, sur les questions d'énergie renouvelable au niveau de l'Union africaine. Et il y a les questions d'adaptation au niveau de l'Union africaine. Donc, aujourd'hui, cette question et se régionalise aussi. Donc, il y a la position de l'Union africaine qui est soutenue par nos chefs d'État. Donc, je pense que la volonté politique est réaffirmée de nos chefs d'État et va aussi contribuer à mettre toute la pression sur les pays développés, à débourser de l'argent pour au moins que les fonds verts climat puissent être... Merci. Hafizou Touré, il nous reste très peu de temps. Dites-moi, le Mali a quand même... Ce qu'on a à profusion, c'est du soleil. Pourtant, on utilise pour produire de l'électricité la manière la plus chère d'ailleurs, qui est le carburant pour nous fournir en électricité. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, en guise d'exemple, avoir des centrales d'énergie solaire comme à l'image de celle de Ségou qui est en construction? Oui, justement, ça fait partie même quand même des positions du groupe Afrique, avoir au moins 10 gigawatts d'ici 2020. Et ils sont dans les négociations. Mais c'est qu'on ne dit pas, aux citoyens lambda. C'est une question de business, c'est une question d'argent. En fait, les politiques disent ok, nous avons la volonté politique et autres là, mais ils ne sont pas capables de mettre la main à la poche. Il faut de l'argent, il faut des investissements, parce que si on ne veut pas parler des énergies renouvelables et autres là, il y a un premier investissement qu'il faut faire, ils ne savent pas comment le faire. Alors que c'est quelque chose que je pense qu'ils peuvent rattraper dans le temps, mais ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, la question d'adaptation ne peut pas partir sans question de financement. Et ce financement, il faudrait que les pays africains eux-mêmes puissent dire, bon, qu'est-ce que nous mettons dans la cagnotte, avant d'attendre ce que les pays du Nord vont mettre. Merci Hafizou. Un tout dernier mot justement sur le biocarburant, le Jatropha, qui est aussi une option sur laquelle vous travaillez d'ailleurs, oui, rapidement. Exactement, ça fait partie justement, c'est un projet de changement climatique en réalité. La bioénergie, notamment le Jatropha, a 2 aspects de changement climatique, la séquestration par les plantations. Et aussi, il y a aussi autant que l'émission des gaz, c'est moins de gaz en ce moment-là. Alors on en a à profusion, on les appelle Bakani si je me trompe pas au Mali, on en a à profusion. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas justement ça à grande échelle au Mali? Bon, vous savez, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas exploitées, mais il faut d'abord donner le temps de se faire. En réalité, le Boran est connu au Mali depuis longtemps. Moi, quand j'étais petit, qu'on ne soit rien. Tu as une plaie, c'était un antiseptique très fort. Seulement qu'on n'a pas connu la valeur économique. Il a fallu effectivement que, avec le problème du changement climatique et les crises énergétiques, qu'on se rende compte effectivement qu'on a un produit qui peut, en tout cas, qui est chez nous disponible, comme le barani, qui pousse beaucoup d'espace, comme on peut le faire, et qui a plus d'avantages d'abord pour le changement climatique. D'abord, je dis ça fait par l'adaptation, autant de la séquestration, c'est la même chose aussi. Et deuxièmement aussi, en matière de revenus pour les acteurs de la population, le pourguerre, c'est un produit où tout est utilisable. De l'arbre d'abord pour fixer les sols, parce que le pourguerre fixe les autres, comme le balanzan. Donc vous avez un fertilisant vert qui est dans les champs. Donc j'ai dit, quand les gens ont parlé de familles, j'ai dit le contraire. Sans un conseil aux paysans, faites un écartement conséquent, 5 mètres extra, pour que les gens puissent passer. Et en ce moment-là, vous pouvez faire le produit dans votre champ et vous avez le meilleur rendement. Je vous donne un défi, j'ai assez d'images, où le baran dans le champ donne le meilleur rendement par rapport au champ. C'est déjà un avantage pour nous. Quand moi, je reviens à la question. Voilà, pourquoi on n'exploite pas ça à grande échelle très rapidement? Bon, il faut aller, moi je pense qu'il faut tout mettre, il faut avoir l'équipement suffisant pour se faire. Les paysans sont très sensibles à la question, hein. Ils veulent le pourguerre. Ça coûte moins cher, à proximité, etc. Mais il faut l'équipement de transformation. À ce stade, on vient de quitter une atelier ce matin. On doit concevoir des presses qui sont convenables au barani pour avoir l'huile suffisante sur le terrain. Merci. Et c'est là que j'ai dit, pour un petit mot, surtout dire que quand j'entends les gens dire on attend de l'Occident, des États-Unis, moi ça me décourage.
Merci Il y a beaucoup. des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Berthet. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Philly Dambélé. Peting Diarra était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, les débats du studio Tamani sur votre radio.